Bonsoir Vincent Leget, Bonsoir. je suis ravi de t'accueillir dans ce lundi soir pour un livre qui va bientôt sortir, qui s'intitule Si l'école est gratuite, c'est vous qui êtes le produit, avec comme sous-titre L'éducation intégrale contre l'éducation nationale. Donc je t'ai tutoyé, mais ça fait seulement 6 mois qu'on se connaît. Et ce qui nous a rapprochés, c'est la philosophie, Spinoza, l'anarchisme, ce qui est un combo qui ne va pas forcément de soi. Et donc j'étais ravi de découvrir ton travail. Et donc quand tu m'as dit que tu allais sortir cet ouvrage-là, j'ai pu le lire en avance, c'est ce qui va me permettre de t'interviewer ce soir. Donc toi, tu travailles à l'INSPE de Créteil, aujourd'hui en philosophie de l'éducation, mais tu avais fait une thèse sur Spinoza, en histoire de la philosophie. Donc je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une note de bas de page de l'introduction où tu parles d'un type de livre qui n'existe pas vraiment et j'ai compris que c'était en fait pour moi c'est une bonne description justement de ce que tu proposais. Et donc justement tu parles d'un livre critique de philosophie de l'école obligatoire sous l'angle non seulement d'une mise en captivité de l'éducation des enfants sur un territoire, mais aussi du type de coût symbolique lié à cette obligation dite gratuite. Donc, ma première question, finalement, elle va porter sur le titre. C'est une formule qui n'est pas nouvelle, on l'a tous et toutes déjà entendue, mais plutôt pour critiquer les GAFAM, hein, donc une critique de la gratuité des GAFAM. Et toi, on va dire, tu revisites l'histoire de la gratuité scolaire et tu tentes, et la démonstration est assez implacable, de nous montrer que cette critique, si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, elle fonctionne parfaitement pour l'éducation nationale. Ouais, merci beaucoup. Alors juste avant de revenir à cette analogie de départ, peut-être une précision sur ce qui se passe en ce moment à l'université, qui n'est pas sans lien avec la question de la gratuité et de l'accès à l'éducation en tant qu'il devrait être gratuit. Il y a un projet de décret là en ce moment qui concerne les frais d'inscription à la fac, les frais d'inscription dits différenciés, qui sont issus de la loi de 2019, qui s'appelle bien mal nommée loi Bienvenue en France, pour lesquels il y a eu une lutte sans précédent dans les facs en 2018, avec des mouvements d'occupation, etc. Et en fait, cette loi, elle prévoyait qu'il y ait des frais d'inscription pour les étudiants dits extra-communautaires, les étudiants étrangers et étrangères. Mais elle avait été contournée en partie par la possibilité d'exonérer à hauteur de 10% les étudiants et les étudiantes d'une fac donnée. Les exonérer totalement. Les exonérer mais totalement. Seulement 10% des étudiants. Seulement avec un quota, un plafond de 10% des étudiants. Et la plupart des facs, pas toutes, mais la plupart des facs, en fait, consacraient le stock d'exonération, on va le dire comme ça, aux étudiants extracommunautaires, ce qui permettait à ces étudiants de quand même avoir une inscription en fac qui était gratuite et les libérer un peu de cette contrainte économique pour pouvoir manger, se loger, etc. Depuis la circulaire Retailleau de mars de l'année dernière, ça s'est considérablement aggravé, les conditions de vie des étudiants. Et parce que du coup, il n'y a plus d'accès à la régularisation, notamment par l'admission exceptionnelle au séjour. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants qui se retrouvent à la rue, qui ne peuvent pas manger selon leurs nécessités et leurs besoins. Et le projet de décret actuel est de plafonner à 10% de la population des étudiants extracommunautaires par fac l'exonération des frais d'inscription, ce qui fait que on prend la logique inverse, c'est-à-dire que parmi la population des étudiants et des étudiantes qui sont extracommunautaires, il n'y en a que 10% maximum qui seront exonérés par fac. Et donc il y a une mobilisation en cours sur ce sujet. Il y a eu un boycott du CNESER, donc de l'instance nationale qui doit émettre un avis sur ces questions-là hier. Maintenant, ce CNESER sera reconvoqué le 12 mai. Et il est important de se rassembler devant le ministère ce jour-là pour les personnes qui sont à Paris ou devant les rectorats. Il y aura un appel en région à aller devant les rectorats. Et je précise tout ça parce que pour moi, c'est pas évident de venir ici et de faire une interview comme celle-là
en tant qu'universitaire, en tant qu'homme blanc universitaire, etc. Je t'avais fait part de mes doutes, etc. Pour moi, c'est pas simple parce que déjà, en fait, l'écriture d'un livre, en fait, c'est collectif. Il y a plein de personnes derrière qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, voilà. Et donc, ce statut d'auteur, moi, il me gêne un petit peu. Et en tant qu'universitaire, en fait, là, je viens parler en tant qu'universitaire du sujet de la gratuité. Et en fait, il n'est pas impossible que d'ici quelques années, le fait même qu'il y ait des frais d'inscription et donc que ce ne soit plus un droit et un accès libre l'université, alors que c'est pourtant écrit dans la Constitution que le droit à l'éducation est consacré, on va dire. Et ben ça me gêne énormément. Et donc ça pourrait... en tout cas, on est quand même, je pense, beaucoup à se dire que peut-être l'université n'est plus un endroit où on veut travailler parce qu'on participe à une machine qui est directement raciste, qui est directement discriminante, etc. Voilà, j'en finis avec ça. Mais il me semblait que c'était important, quand on parle du sujet de la gratuité, de le préciser. Alors, je reviens maintenant à ta question. Je ne sais pas si ça colle parfaitement parce que c'est une formule qui est quand même une analogie. C'est une formule, donc si l'école est gratuite, c'est vous qui êtes le produit. C'est une analogie qui vient des réseaux sociaux. Cette analogie-là, elle a maintenant plusieurs dizaines d'années, je crois. Elle fonctionne pas toujours, y compris pour les réseaux sociaux. Et j'ai eu l'impression que on la disait souvent avec implicitement aussi un rejet de ce que c'est que le réseau social, mais pas seulement un rejet du réseau social, aussi un rejet des personnes qui pensent que le réseau social numérique sur Internet, les personnes l'utilisent naïvement et le font sans savoir justement qu'il y a une marchandisation derrière, etc. Et je me suis dit, retournons le truc et peut-être ce qui serait intéressant, c'est que si on doit balayer devant notre porte et pointer un des aspects du néo-capitalisme, etc., peut-être qu'on peut essayer aussi de voir comment la fabrique d'une marchandise à partir du gratuit, c'est quelque chose qui nous a concernés collectivement bien avant l'arrivée de Facebook, des GAFAM, etc. Et donc cette analogie-là, en gros, elle part de 1881, l'école laïque, gratuite et obligatoire, et donc d'essayer de montrer comment de 81 à 1919, donc sur une quarantaine d'années, en fait, ce qui a été énoncé comme un principe de charité par Jules Ferry, mais pas que par Jules Ferry dans ces années-là, et qu'on enseigne toujours à l'INSPE. Alors l'INSPE, il faut le dire, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, c'est ce qui était l'école normale avant, qui a été l'IUFM ensuite. Cet institut-là, qui est donc l'école de formation des profs du premier degré et du second degré, il y a toujours dans les cours sur les valeurs de la République, etc., une présentation de l'année 1881 comme un changement majeur du système éducatif, ce qui est vrai en grande partie, mais qui dirait, cette présentation-là, elle a tendance à dire et à souligner le fait que la République, la Troisième République, a eu une sorte de très grande charité, de très grande générosité, à donner accès à l'ensemble de toute une population gratuitement à du savoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'elle n'a pas massivement créé une entrée de toute une population à l'école, etc. Elle a contribué, ces lois ont contribué à faire venir plus de personnes dans l'école, mais elle a surtout permis de conscrire une population, c'est-à-dire d'avoir un système administratif d'enregistrement, de classement d'une population scolaire, avec justement une contrainte qui est l'obligation à aller à l'école, et qu'en fait, en 40 ans, ce qui s'est passé, c'est que ce système dit gratuit a surtout servi à formaliser une main-d'œuvre. Marx aurait peut-être dit une armée de réserve, avec toute une élaboration, on y reviendra peut-être ensuite, de comment on élabore des classes d'âge, des niveaux par classe d'âge, des certifications par classe d'âge, qui vont déboucher en 1919 sur la loi Astier, le certificat d'aptitude professionnelle, et donc de réussir en 40 ans, non pas... Et c'est comme ça que souvent c'est présenté, à partir des remontées de terrain, où évidemment, en 1881, pour énormément d'instituteurs, dans les campagnes, etc., des classes où il y a des enfants de 3 à 15 ans,
de 5 à 15 ans, de 6 à 15 ans, sans avoir un repère de comment on fait une montée en niveau, etc. Ça a été une situation compliquée pour plein d'instituteurs. En fait, la formalisation par classe d'âge, à partir de la commission Bourgeois 1904-1905, et donc Binet, avec les classements d'intelligence, les normaux, les anormaux, etc. On va y revenir. On va y revenir, pardon. Mais c'est pour donner un peu un spectre large. Sur 40 ans, c'est pas du tout à cause des remontées catastrophistes des instituteurs que ces systèmes d'organisation des certifications ont été créés. Mais en fait, c'est surtout à la demande du ministère de l'instruction civique à l'époque, du ministère de l'Intérieur, des hygiénistes, de médecins, etc., que le système de montée en puissance des niveaux scolaires a permis de formaliser un certain nombre de compétences, d'aptitudes, de normalité, de normalisation, qui ensuite ont directement une adéquation en termes de débouchés sur le marché de l'emploi, quoi. Pardon, j'étais un peu long. Et justement, on va écouter Ferry, hein, que tu cites longuement dans l'introduction. Et c'est vrai que je vais pas un tout petit peu présenter, on va dire, les enjeux du livre tels que moi je les ai compris en tant que lecteur, qui m'ont énormément intéressé par rapport à des recherches qui sont relativement nouvelles pour moi, c'est-à-dire depuis 7 ans à peu près, enfin donc nouvelles, 7 ans, c'était pas mais lié à mon sujet de thèse à la base, je m'intéresse beaucoup à la domination liée à l'âge, la domination par l'ancienneté, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup à déconstruire, c'est le regard bienveillant du dominant, et c'est vrai que le narratif sur Jules Ferry, c'est mais quelle générosité d'avoir rendu l'école accessible à tous et toutes et gratuite. Et c'est très important de faire ce retour historique, parce que tu as une approche philosophique, on verra après que Spinoza est très important, mais tu fais aussi un énorme travail archéologique, presque au sens foucaldien, où tu viens raconter la vérité de cette institution et sortir des textes, à mon avis, que beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, et même d'étudiantes aspirantes à le devenir ne connaissent pas. Moi-même, je ne connaissais pas ce texte-là, et donc je vais le partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Donc, c'est un texte, c'est plutôt un discours du 28 mars 1882, et donc Jules Ferry parle au professeur de sport, c'est ça, de gymnastique, si je ne m'abuse. Voilà ce que dit Jules Ferry. L'esprit militaire est fait de deux choses, l'esprit de discipline et l'esprit de sacrifice. La République, qui confie plus de droits aux citoyens, lui impose aussi des devoirs plus lourds, plus nombreux. L'esprit de sacrifice est l'abnégation sublime du soldat qui se fait tuer non pour la gloire, qui ne saura pas son nom, mais pour le devoir, dans quelque obscure tranchée, le gars est visionnaire, sous les ombrages de quelque oasis perdue dans le sud oranais ou dans les sables de la Tunisie. N'est-ce pas là, messieurs, sous la forme héroïque, la vertu républicaine par excellence? Parlons donc tous, messieurs, ce langage à nos enfants. Résistons tous à cette tendance des parents d'aujourd'hui qui les porte à trouver pour leurs enfants toutes les disciplines excessives, tous les devoirs trop lourds, toutes les règles trop sévères. Prenons l'enfant petit pour lui apprendre et lui redire qu'il n'y a pas de nation sans notion de devoir. Non, messieurs, l'esprit militaire ne s'affaiblit pas en France comme on l'a dit. La vaillance est le fond et l'âme indestructible de notre sang gaulois. Seulement, cet esprit militaire a besoin, dans une société et dans un temps comme les nôtres, de nouveaux procédés de culture. Pour incliner l'esprit des enfants aux choses militaires, prenons-les à l'âge où tout mouvement amuse, où toute impression porte sa trace. Pour leur inspirer le goût de la manœuvre, n'attendons pas la jeunesse et le temps du régiment. Prenons-les tout petits, à l'âge où la manœuvre leur est aimable. Elle leur deviendra bien vite une habitude comme une seconde nature. Voilà comment Jules Ferry tente de convaincre les futurs enseignants de l'importance de leur mission. Et la question que j'ai envie de te poser, tu as déjà employé le mot, c'est est-ce que tu peux développer un peu finalement cette dimension de conscription de l'obligation et de la gratuité scolaire ?
Ouais, ben, en fait, si on regarde un peu, et ça pour le coup, c'est du travail de. Moi, mon travail, il est pas. Tu vois, tu disais que c'est un travail énorme, mais en fait, il est pas si énorme que ça. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur qu'est-ce que ça a provoqué, ces lois scolaires en 1881-1882. En fait, ce que ça a provoqué, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un apport massif. Il y a eu, évidemment, ça a touché. Ces lois-là, elles ont permis que des élèves qui étaient. Enfin, des enfants qui étaient très très loin de l'école puissent accéder à l'école. Mais en fait, ce à quoi ça a servi massivement, c'est à avoir un système où on peut avoir déjà tous les noms d'une population donnée, tous les noms qui s'apparient à ces petits noms, à ces noms de petits enfants, à savoir les noms des familles, etc. Et de commencer à amasser des données sur ces noms, des données genrées, des données sociales, etc. Et de pouvoir, du coup, c'est ce que je pense peut-être Foucault aurait appelé un dispositif de pouvoir en train de se forger, de se former, d'avoir une population qui là est vraiment sous la main. Et cette population-là, elle est circonscrite. Moi, j'en fais appel à la notion de circonscription, de conscription, pardon. Elle permet d'avoir un jeu d'écriture sur toute une catégorie de population et de suivre ce jeu d'écriture, ce qui donnera, il n'y a pas si longtemps, le livret scolaire unique, par exemple, où on peut avoir une traçabilité des individus sur l'ensemble de leur vie. Cette traçabilité, elle n'est pas très très bien organisée au niveau administratif dans les années 1880, 1880, 1882, mais à partir du tournant du XXe siècle, cette traçabilité, elle va jouer sur, voilà, cet enfant, il a tel type de compétences, il se comporte, son comportement est celui-là, puis arriver jusqu'à des certifications qui vont permettre ensuite de dire, bon bah voilà, j'ai telle population, elle, on va lui permettre de faire des grandes études, cette sous-population-là, elle, on va plutôt la destiner à justement des certificats d'aptitude professionnelle pour pouvoir aller balancer toutes ces populations-là vers plutôt des métiers manuels, etc. Et puis il y a celle des anormaux, alors eux, bon bah voilà, on va voir comment on fait, comment on se débrouille avec eux, etc. Et en fait, la conscription scolaire, c'est d'abord, je crois, un jeu d'écriture, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un regard synoptique sur toute une population donnée, qui sera, dans 20 ans, complètement recrutable pour des catégories de métiers qui sont eux-mêmes différenciés selon la division sociale du travail et la division du coup capitaliste du travail. Et c'est en ça que cette notion de conscription, je pense, elle est intéressante. Alors je pense qu'elle n'est pas forcément juste, hein, peut-être que je dis un peu des bêtises. Je pense pas mal de bêtises hein, pour des historiens dans ce livre, mais en tout cas, du point de vue d'une archéologie, au sens de Foucault, je trouve que c'est intéressant. Et dans l'extrait que tu viens de citer, il y a plusieurs mots qui sont intéressants. La notion de seconde nature, qui est quand même une notion très très forte, c'est-à-dire que là, il y a un tournant par rapport au XVIIIe siècle où bon bah voilà, chez Rousseau, ce qu'il faut dans l'éducation, c'est suivre la nature de l'enfant, justement, suivre son développement propre. Et là, au fond, Ferry, il est, de ce point de vue-là, très moderne. Hein, il dit, voilà, en fait, une nature, ça se construit, quoi. Et comment ça se construit? En lui donnant des habitudes. Et alors, moi, un mot qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'on le retrouve dans le vocabulaire de Spinoza, et il y a des gens qui travaillent là-dessus, notamment Jacques-Louis Lantoine, c'est la mise en disposition. En gros, passer de la mise en disposition, on va disposer les gens, les enfants, à agir comme ça, on va les disposer à se lever au moment du drapeau, à se lever au moment de l'hymne national, à savoir s'asseoir, à dominer leur corps, etc. Cette disposition à savoir quoi faire au moment où il faut le faire, ce passage de la mise en disposition à la mise à disposition des patrons, en fait, hein, les patrons font partie de la commission bourgeoise, hein, j'essaie de le dire dans le livre, il y a des patronages qui s'intéressent très très fortement à cette question du niveau scolaire, comment on s'y prend pour classer les intelligences, etc. En fait, directement, l'école, elle est ce qu'on appelle adéquationniste, c'est-à-dire qu'elle essaye de voir comment on peut créer des catégories au sein du milieu scolaire pour les indexer sur des catégories de « moi j'ai besoin d'employer qui ?» quoi. En gros. Ben justement, tu fais une hypothèse peut-être audacieuse, mais en tout cas stimulante. Tu fais le lien justement entre la création institutionnelle d'une population scolaire, c'est-à-dire finalement c'est voilà, dans ses premiers âges de la vie, que peut-être l'idée d'une détermination affective, statutaire de la population française en général est possible. C'est-à-dire que finalement, ce que Foucault, par exemple, appellerait une population, doit beaucoup, en fait, à la création d'une première population, d'une proto-population, la population scolaire. En tout cas, que l'école a eu un rôle institutionnel absolument central pour la gouvernementalité
de la population française au XXe siècle. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que je pense que c'est... Alors, c'est un des enjeux du bouquin, hein, c'est d'essayer de montrer, par exemple, Foucault a un cours entier au Collège de France sur les anormaux, mais en fait, il ne va pas... il parle de la psychologie de la fin du 19e siècle, et il montre bien comment la psychologie, et on les retrouve, hein, les hygiénistes, les psychologues, etc., dans la commission Bourgeois, mais il ne parle pas de ce qu'on a appelé la commission des anormaux, qui est la commission Bourgeois à partir de 1905, et en fait, cette commission-là, qui par ailleurs, ce qu'on dit pas assez, c'est que par exemple, ça lance les travaux de Binet et Simon sur la mesure de l'intelligence, et par des détournements après dans l'histoire qui passent par les États-Unis, etc. C'est ce qui donnera le quotient intellectuel, hein, c'est-à-dire comment la manière la plus rapide et la plus efficace de catégoriser des individus en fonction de ce qu'on va appeler l'intelligence, avec des processus que j'essaye de montrer dans le bouquin qui se mordent la queue, c'est-à-dire qu'en fait, on appellera anormal tout ce qui ne répond pas à la normalité. Enfin, tu vois, des trucs de pétition de principe où genre vraiment c'est pas du tout rigoureux comme travail intellectuel, même si Binet lui a essayé d'être... Binet le faisait, je pense, pour des bonnes raisons, enfin lui il essayait de le faire pour des bonnes raisons, mais enfin bref, en fait j'essaye de montrer que ce travail de mise en population, c'est-à-dire de comment on va avoir des jeux d'écriture qui vont nous permettre justement de savoir où sont tous les individus, et à partir du moment où on a créé la première matrice sur les enfants, on va pouvoir ensuite avoir tout le suivi des cohortes qui vont suivre. Il faut juste bien organiser le système scolaire. En fait, là, il y a un point de rupture majeur pour comprendre ce que c'est qu'un dispositif de pouvoir en tant qu'il va définir lui-même les types de normalité dont il a besoin pour pouvoir justement écarter les anormaux, et inversement, dire ce qu'est la normalité pour pouvoir proposer au reste ce qu'est la normalité. Et par exemple, l'utilisation d'un outil comme la moyenne, mais peut-être qu'on y reviendra. Justement, là, tu as bien décrit cet enjeu finalement de proto-division du travail, de catégorisation, etc. Mais pour que ça marche, justement, si après on rentre dans la tambouille, il faut produire justement des dispositions. Voilà, c'est que la mise à disposition suppose la mise en disposition. Et je voudrais lire un extrait du livre, page 36, justement sur le type de disposition que l'école peut produire. Tu écris la chose suivante. Le réseau social qu'est l'instruction publique n'agit pas comme simple médiation ou médiatisation des profils différenciés des individus qui y participent. Il crée les profils normaux dans lesquels les individus différents doivent se mouler, sous peine d'être contrôlés par un autre système administratif lié cette fois au ministère de l'Intérieur. Le dispositif scolaire instaure une forme de polissage des comportements, permettant de faire l'économie d'un dispositif policier de répression, de normation, au sens d'une répression extérieure aux familles et aux enfants qui dévierait de la norme souhaitée. Cette période nous semble cruciale pour expliquer la façon dont les populations scolaires ainsi que leurs familles investissent un désir de normalisation qui est originellement celui d'un tout petit nombre de décideurs. Alors, j'ai une demande de précision, je pense, qui va aider les gens peut-être à comprendre la citation. C'est la distinction, que tu n'inventes pas, mais que tu utilises entre normation et normalisation. Et sinon, ma question, c'était, voilà, est-ce que tu peux développer un peu ou nous donner des exemples de capacités construites par les normes scolaires? Parce que moi, ce que j'ai retenu en te lisant, c'est construction de la capacité à être docile, à s'asseoir au sens être capable de rester assis 8 heures sans broncher, la capacité d'insertion dans un marché capitaliste du travail vis-à-vis duquel on n'a aucune souveraineté, aucun pouvoir de décision, l'acceptation de procédures de valorisation, donc être capable de renoncer à la souveraineté sur qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui mérite d'être fait en termes d'intérêt général. Donc un ensemble de normes plutôt vraiment de contention du corps social. Il n'y a pas beaucoup de normes, on va dire, émancipatrices par rapport à l'image qu'on peut se faire de l'école dans ces procédures de mise en disposition. Le tableau est sombre.
Le tableau est sombre, ouais, le tableau est sombre. Après, il est volontairement sombre, hein. J'essaye de le dire dès le début. C'est-à-dire que ce bouquin, moi, j'ai pas du tout envie qu'il soit récupéré par des gens qui disent ah ben vous voyez, l'école gratuite, c'est de la merde, du coup, passons au privé, à des écoles non gratuites, etc. C'est pas du tout ça que j'essaye de dire, évidemment. Alors, pour revenir à la distinction entre normation et normalisation, ça, c'est une distinction qui est très importante à Foucault. La normation, c'est des procédures de contraintes corporelles, enfin physiques et mentales, qui vont agir directement sur les individus sans leur laisser la possibilité d'investir un désir dans ce processus-là. C'est-à-dire que si tu te mets à voler des gens, si tu mets à agresser des gens, etc., la police va te tomber dessus, tu pourras être incarcéré, etc., etc. La normalisation, c'est la captation de désir d'une population pour lui faire ce qui serait intéressant que ces individus fassent du point de vue d'une gouvernementalité. Alors là, pareil, je pense que je le dis très très mal pour des Foucaldiens, je ne suis pas du tout spécialiste de Foucault, j'ai essayé d'utiliser ces outils, mais je ne sais pas si je les utilise bien. Et ces processus de normalisation, ils doivent passer par la possibilité pour les gens de se dire c'est peut-être pas une si mauvaise idée de rentrer dans ce système parce que ça va me permettre de. Bon, alors là, si on revient au thème de la gratuité, ce qui se passe, c'est qu'il y a en 1881-1882, de nombreuses familles qui n'inscrivent toujours pas leurs enfants. On pense par exemple beaucoup aux familles qui vivent dans les campagnes, puisque les enfants étaient très importants pour pouvoir mener la vie à la ferme, pour pouvoir avoir vraiment, en fait, assurer une subsistance à la ferme. Et donc ces familles-là sont, les familles populaires au sens général du terme, sont les plus rétives à envoyer leurs enfants à l'école, parce que ça représente une perte sèche, quoi. Et du coup, là, il y a la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'il y a à la fois que, du coup, il y a une obligation, donc ça, c'est très normatif, de certaine façon, c'est-à-dire qu'il faut forcément enregistrer ses enfants à l'école, et si on ne les met pas à l'école, il faut s'enregistrer auprès d'instances administratives pour dire, voilà, on est quand même là, etc., juste les enfants ne vont pas à l'école. Et donc, du coup, il y a évidemment tout processus de normation, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'école, elle permet d'assurer que les comportements soient dociles. Mais il y a aussi la carotte, et la carotte, c'est ce processus de construction sur 40 ans, du fait que l'école, les familles vont voir de plus en plus que c'est quelque chose dans lequel il faut investir au sens où, alors c'est un investissement en creux là pour les familles dont je parlais, puisque du coup il vaut mieux renoncer aux enfants sur la ferme par exemple, et les envoyer à l'école, parce qu'il y aura un métier plus tard. Et donc, du coup, là, le désir s'installe au sens où l'école va ouvrir. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas du tout moi qui le dis. Hein, c'est Bourdieu et Champagne, par exemple, le montrent très très bien pour la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que l'école, c'est. Alors évidemment, elle n'est pas payante comme on peut penser, par exemple, à certains systèmes comme aux États-Unis, les facs, etc. Mais c'est quand même un investissement de la famille pour pouvoir ensuite avoir quelque chose qui ressemble à une insertion sociale. Et c'est du coup pas un hasard que la méritocratie, etc., soit un système qui soit en gros qui est la surface de tout ça, c'est-à-dire que ça va lancer des désirs de compétition. Et du coup tu me demandais qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet aspect très noir, etc. Mais en fait une des premières fonctions de l'école de ce point de vue-là, c'est déjà de consacrer la notion de compétition et de concurrence entre les individus, c'est-à-dire de leur faire bien comprendre que les meilleures places à la fin de l'ensemble de la carrière scolaire, elles sont rares. Et la rareté de cette ressource possible, à savoir avoir un bon poste pour pouvoir gagner sa vie, etc., fait qu'on va tout de suite admettre en tant qu'enfant comme postulat le fait que les places étant chères, il faut faire la compétition et gagner la compétition. Et donc c'est pour ça que dans la deuxième partie, mais peut-être qu'on y reviendra, je parle de la notion d'envie et que je fais une critique spinoziste de ça, c'est-à-dire que le système républicain, celui de la Troisième République, le système scolaire républicain, il est fondamentalement, moi je pense que la première normalisation, c'est orienter le désir d'être meilleur que l'autre, d'orienter le désir, à savoir que la première des choses qu'il crée comme catégorie administrative de classement pour les enfants, c'est il faut que je fume celui d'à côté. Et pour celui d'à côté qui se fait fumer, c'est de se dire, moi j'y arriverai jamais,
Et donc ce système-là, soit du coup je vais prendre les voies de relégation, par exemple le CAP, etc. Soit directement je vais intégrer, et après du coup on pourrait retomber sur... Mais là j'avais pas le temps parce qu'il y avait une commande, hein, je voulais même pas l'écrire ce livre, on m'a demandé... on m'a dit, ah, ça, ce serait bien pour cette collection-là, etc. Et je remercie d'ailleurs la collègue en question, parce que je suis content quand même d'avoir fait ce truc. Mais je sais plus ce que je disais, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, au fond, c'est presque quelque chose d'invisible qu'il a mis en place, ce système. C'est vraiment des catégories de pensée qui font qu'une population... moi, je pense surtout à ces enfants-là, parce que je viens d'un milieu rural. Tous ces enfants qui auraient fait de l'apprentissage sur le tas, à la ferme. Mais je dis pas du tout que les conditions étaient meilleures que d'aller à l'école. C'est pas du tout ça que je dis. Évidemment, il y a plein d'enfants, je pense, qui ont été très contents d'aller à l'école plutôt que de se casser le dos à ramasser des cailloux dans des champs, hein. Là, vraiment, pareil, je pense qu'il faut vraiment pas avoir cette lecture-là. Je pense qu'il a d'abord mis dans la tête, et ça c'est un truc invisible, ce coût-là on pourra jamais le mesurer en fait. Tu vois, merci d'employer le concept de coût, parce que c'est quelque chose qui est central, en tout cas dans la thèse générale du livre, c'est que tu mets au regard de cette gratuité la question du contre-coup. C'est-à-dire, voilà, c'est de ne pas rester à cette surface, de dire il y a gratuité, donc il y a acte politique absolument merveilleux, de type altruiste, don pur, sans contre-don larvé, non dit. Il y a plusieurs fois, tu parles de contre-coup exorbitant, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dévoiler ce contre-coup. Bah là, je vais encore te lire sur cette question justement de la distribution des places, parce que finalement, il est là, le contre-coup exorbitant. Tu dis, ce que l'on perçoit, c'est que donc, la distribution de population d'élèves dans l'esprit du maître finit par s'accorder au schéma directeur de l'outil mathématique qui est la moyenne. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir parler de la moyenne, qui va être l'outil scolaire principal de la distribution au sein de la population. Dans chaque classe, l'enseignant doit pouvoir reproduire cette distribution des propriétés, des données, qui sont pourtant d'abord un schéma créé ex nihilo par des experts au sein d'une commission, celle dont tu parlais tout à l'heure. La structuration des rapports hiérarchiques dans la population enfantine au sein d'une classe d'école semble préparer celle de la population scolaire adolescente, puis adulte, dans les rapports sociaux en général. Le logiciel national qui produit cette structuration est gratuit, mais il engage avec lui un coût exorbitant pour les contribuables et leur progéniture. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur cet effet de distribution qui, là encore, on pourrait dire un coup de baguette magique absolument... c'est rare quand même qu'un pouvoir politique réussisse à institutionnaliser à partir de rien, sur une pétition de principe, faire des moyennes, une distribution générale de la population. Et une hiérarchie, même des hiérarchies qui vont après la traverser et suivre les individus quasiment jusqu'à la mort, parce que les conséquences à la fin, c'est pourquoi toi tu es au minimum vieillesse à la retraite et pourquoi toi tu as 7 000 € de retraite à la retraite. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Pourquoi ton espérance de vie en bonne santé à toi est de 55 ans et toi est de 72 ans, etc. Ouais, alors bon, il y aurait plein de manières d'évoquer cette question-là à partir d'autres travaux, et ça quand même il faut que je le dise. Par exemple là il faut citer Pierre Merle, hein, qui a eu un travail incroyable sur comment le système scolaire a créé sa propre évaluation à partir de modèles en fait qui viennent de modèles soit religieux, soit de l'Empire en fait, et que ça va pas du tout de soi en fait qu'on crée des évaluation à partir d'un outil comme celui qui est la moyenne, puisque c'est un des outils qui déforme le plus quand on essaye d'avoir un regard objectivant sur un certain nombre de choses, hein, parce que ça ne concerne pas que les individus, on peut faire des moyennes sur tout, hein, je peux faire des moyennes sur ce qui se passe dans cette pièce, etc. Et en fait, si on va regarder vraiment dans le détail, au moment de la commission Bourgeois et donc des travaux de Binet, comment cette notion de moyenne se met en place pour assurer qu'un certain nombre d'individus vont passer à la classe supérieure, qu'un certain nombre d'individus vont rester dans la même classe, en fait... On voit que c'est vraiment du bricolage, quoi. C'est-à-dire que Binet, il faut bien qu'il trouve un outil mathématique où il va dire on va se débrouiller comme ça et puis ça va fonctionner comme ça. Et ce qui est intéressant avec la moyenne, et ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a Antibi, il y a Merle, il y a un certain nombre de camarades qui sont bien meilleurs que moi là-dessus.
ce qui est intéressant avec la moyenne, c'est qu'elle va permettre justement d'assurer cette espèce d'éventail entre trop de rareté et trop de personnes qui passent. C'est-à-dire que il faut forcément, en fait, la moyenne, elle a ce postulat qu'il faut nécessairement qu'il y ait des individus qui passent pas. Voilà, elle est indexée à une finalité qui la précède. C'est ça. Elle doit produire ce goulot d'étranglement. C'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qui est objectif et qui nous révélerait une vérité de la population scolaire, mais elle est vraiment... Tout à fait. Et ça, par exemple, Bourdieu le dit très bien, quand il parle souvent, Bourdieu, du dernier recalé au concours, c'est-à-dire que... du premier recalé, qui est après le dernier admis, et qu'il faut forcément qu'il y ait un outil qui soit un outil qu'on ne puisse pas remettre en question. Et les mathématiques, elles ont cette axiomatique fondamentale qui nous semble hyper naturelle, à savoir qu'il y a un certain quorum qui doit passer, il y a un quorum qui ne doit pas passer. Et cet outil-là, la moyenne en l'occurrence, moi, il m'a semblé que c'était intéressant de ne pas reprendre juste le point de vue bourdieusien de ce point de vue-là, parce que lui, il pense à l'enseignement supérieur, au concours, etc., mais de voir comment elle agit en fait, dès la plus petite enfance, en fait. Et que cet outil-là, justement, est un moyen de pouvoir créer de la rareté dans les places qui vont suivre une carrière scolaire, et donc de tout de suite, et ça c'est l'hétérotopie chez Foucault, de tout de suite définir des espaces de personnes qui seront en marge vis-à-vis de cette chose-là. Et donc de pouvoir avoir tout de suite une catégorisation, et ça c'est pareil, c'est un autre coût exorbitant, c'est-à-dire qu'être bon ou être mauvais à l'école, au fond, le fait même qu'on utilise la moyenne doit nécessairement créer des personnes qui ne sont pas bonnes à l'école. Et c'est pour ça que par exemple dans la troisième partie, je reprends l'exemple des enfants de Barbiana, qui disent, nous, notre école, elle fonctionnait à l'envers, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait, on ne pouvait pas passer à la classe supérieure, enfin au niveau supérieur, au programme de la classe d'après, si tous les enfants de la classe concernée n'avaient pas acquis l'ensemble de ce qu'on s'était fixé comme programme pour le niveau d'avant. Et que l'invention de la moyenne, au fond, on le dit jamais. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas douter des bonnes intentions de Binet de ce point de vue-là. Le but, c'est pas une remise en cause personnelle. C'est que lui, il se débrouille avec des outils pour dire, on va faire comme ça. En gros, on va faire une moyenne. C'est un outil mathématique qui est assez utile parce que ça permet d'être sûr que on va avoir un contingent qui va passer à la classe d'après. Il faut quand même faire passer le plus de monde possible à la classe d'après. Mais on est sûr aussi qu'on va pouvoir créer des catégories de relégation, et après, bizarrement, dans les 15 années qui suivent, on a justement des certifications qui permettent des voies qui vont reprendre ces catégories administratives de classement. Et juste pour préciser, de ce point de vue-là aussi, un des enjeux qui me semblait important, parce que j'en ai un peu marre de ça, de tous les collègues qui vont dire oui mais Foucault n'avait pas vu ça, ou Bourdieu n'avait pas vu ça, et Foucault et Bourdieu par ailleurs ils peuvent pas se compléter, etc. Et moi je pense que c'est en fait quand même les gens essayent juste de créer de la distinction sociale et faire un peu du mandarinat quand ils font ça. Moi je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de prendre le meilleur qu'on trouve dans chaque auteur et d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des points communs, où est-ce qu'il y a des points de frottement aussi. Mais je pense que en fait sur ces questions-là, Foucault et Bourdieu ils sont hyper compatible, quoi. Je note, et c'est tout à ton honneur, une grande modestie dans la manière de présenter ton travail. Mais en tout cas, justement, il y a aussi un effet de synthèse, à tout le moins. Faute d'être peut-être, de ton point de vue, un ensemble de découvertes ou de résultats de recherche originaux, et la manière, par exemple, dont tu arrives à te servir ou à faire discuter Foucault et Bourdieu est extrêmement convaincante. En l'occurrence, en tant que lecteur, je ne me suis pas dit mais pourquoi ce monsieur ne choisit-il pas son camp, hein. Ou là, il a forcément fait un contresens, parce que s'il avait bien lu l'un ou l'autre, il se serait rendu compte que ce n'était pas compatible. En tout cas, il y a un bon art de garder le meilleur de leurs analyses pour l'objet là qui t'intéressait. Et alors, là, je vais peut-être te mettre mal à l'aise, parce que je vais t'empêcher, ça va être plus difficile de faire preuve d'humilité, parce qu'on va parler de Spinoza. Donc, d'après le monde universitaire, tu es un spécialiste de Spinoza, puisque tu as fait ta thèse sur lui. Mais en tout cas, dans la deuxième partie, voilà, tu annonces clairement la couleur où tu vas venir approfondir ces questions-là avec cadre théorique, on va dire, de l'éthique, en tout cas des concepts éthiques de Spinoza, et notamment avec un usage du concept d'aptitude, qui était vraiment le concept central de ta thèse, sur Spinoza et spécifiquement sur l'aptitude. Et du coup, tu poses la question de ce que la gratuité scolaire fait
à l'aptitude des élèves qui doivent obligatoirement passer par l'école. Et notamment, là, tu te mets à décrire dans un vocabulaire spinoziste l'effet de dressage des corps et des imaginations. Et donc, quid de cette aptitude qui, loin d'être accompagnée, soutenue, est plutôt meurtrie et atrophiée par le système scolaire. Ce qui, dans le cadre spinoziste, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Ouais. Et Euh, peut-être nous dire ce qu'est l'aptitude. Ouais. Alors ça, c'est toujours un peu le grand défi, c'est-à-dire d'essayer de rendre accessible une pensée comme celle de Spinoza, en sachant qu'elle est complètement inaccessible. Enfin, voilà, lire l'éthique, c'est très compliqué, etc. Mais il y a quand même des moyens d'y arriver. Par ailleurs, quand même le dire, parce que je pense aussi, voilà, spécialiste de Spinoza, je ne sais pas. Il y a des concepts que je reprends quand même, et là, il faut citer Pascal Sévrac et Chantal Jacquet, qui sont pour moi des personnes qui m'ont vraiment formé à la pensée spinoziste, qui continuent de me former à la pensée spinoziste. Mais avant de parler de pourquoi je dois beaucoup à leurs travaux, l'aptitude chez Spinoza, donc alors elle est jamais substantivée, il n'y a pas de l'aptitude, c'est toujours le fait d'être apte chez Spinoza. C'est toujours, c'est jamais un nom donné, c'est une manière d'être qui se développe, c'est un processus en mouvement, quoi. Et en fait, cette notion-là, la notion d'aptus, elle apparaît dans la deuxième partie de l'éthique, au moment de la proposition 13 et son scoli. On s'en fout de ça, mais en gros, c'est ce qu'on appelle la petite physique chez Spinoza. La petite physique, c'est ce moment où Spinoza, donc la deuxième partie, il va essayer d'expliquer ce que c'est que les idées. Il appelle ça un attribut, mais on s'en fout. Comment ça fonctionne des idées. Et en fait, des idées, chez Spinoza, ça suit toujours les connexions du corps. C'est-à-dire qu'un corps, il bouge, il se modifie, il va dans des environnements, il rencontre une infinité de variables. Là, ici, dans cette pièce, je suis affecté par la lumière, les regards des personnes qui seront là, les personnes qui m'écoutent, cette plante, qui a un effet très apaisant sur moi, etc. Et cette théorie-là, la petite physique, en fait, Spinoza, il dit un truc très, très intéressant au début. Il dit, on pourrait essayer de catégoriser toutes les choses, hein, cette chaise, les personnes qui sont là, etc., en parlant de nature. Mais moi, je vais pas faire ça, parce que ça va être compliqué, en fait, de parler de la nature, parce que les choses sont tout le temps en mouvement, ça bouge tout le temps, etc. Du coup, je vais plutôt dire que plus une chose est apte à être affectée de plus de manières à la fois, alors je le redis parce que ça va vite d'un coup, plus une chose est apte à être affectée par son environnement, on pourrait dire, plus cette chose, cet individu, alors évidemment, la plante, elle va être affectée essentiellement par deux facteurs, à savoir la lumière, l'humidité, le taux d'humidité, par exemple. Moi, je vais être affecté en tant que corps très composé, parce que j'ai plein de parties, je bouge beaucoup, etc., par plein de choses à la fois. Et il dit parfois, d'ailleurs, qu'on est affecté, qu'on s'accommode, qu'on est affecté par tant de variables que c'est quasiment à chaque instant infini le nombre de variables qui agissent sur un corps comme le nôtre. Bon, plus on est affecté de plus de manières à la fois par un environnement, et plus on va pouvoir se rendre affectable tout en continuant à être bien, à développer des notions communes avec les environnements, etc., plus on va être conscient de soi-même. Il dit de Dieu, parce que, à l'époque, ça craint, hein, il a quand même subi des tentatives d'assassinat, etc. Il dit Dieu, mais en fait, c'est la nature, c'est l'ensemble des choses qui sont. Spinoza est un matérialiste, hein. Alors, ça, il y a des questions là-dessus, mais en gros, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas un principe transcendant à la nature. De Dieu, de soi-même et des choses. On va être d'autant plus conscient qu'on va être affecté par plus d'environnement. Et moi, en fait, j'ai choisi d'essayer, c'est mon travail de thèse, j'ai choisi d'essayer de comprendre ça dans ce livre comme, en fait, une forme de droit naturel. Spinoza dit qu'on a autant de droits que de puissance, on a le droit de faire tout ce qu'on peut. Le problème, c'est que si je prends mon droit à faire tout ce que je peux et que là, je te mets un pain dans la tronche, tu vas peut-être prendre ton droit à faire ce que tu peux et essayer de m'en mettre un aussi. Donc, du coup, le droit à faire ce qu'on peut, il va collectivement se gérer en indexant des utilités à partir de ce qu'on soi-même et les autres auront donné comme type de conscience de notre environnement. Globalement, peut-être, on va essayer de décider comme règle qu'on va pas se mettre sur la gueule parce que c'est peut-être mieux comme ça, etc. Ça sera plus utile pour tout le monde, etc. Et donc, cette aptitude...
En fait, ce droit naturel-là dit que l'aptitude à varier dans plus de contextes à la fois, c'est ce qui va garantir que tu vas créer des notions communes, que tu vas avoir des idées en commun dont tu sais que tu vas partager exactement cette idée avec les autres. Là, par exemple, dans cet espace, on pourrait tous se mettre d'accord que l'accès à l'eau devrait être entièrement partagé entre nous, parce que ça va nous permettre de survivre, et si on survit tous ensemble, on va pouvoir faire la cuisine tous ensemble, et puis on va pouvoir faire le ménage tous ensemble, puis ça va être beaucoup mieux, quoi. Et donc, si on se dit ça comme règle ici, on va peut-être pouvoir, si on fréquente un autre environnement, aller se donner une autre règle. Et plus on va faire ça, plus on va aller s'affecter en développement des notions communes dans différents espaces. Et donc, du coup, il y a déjà quelque chose d'écologique là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, justement, collectivement, pas seulement rester assis sur des chaises, pas seulement être en train d'essayer d'être meilleur que l'autre, etc., mais de varier ensemble, collectivement, dans des environnements différents. Plus on va devenir des êtres complets. Alors là, on en parlait très récemment dans un colloque sur anarchisme et éducation. Là, on retrouve un peu le concept d'éducation intégrale, si cher à certains penseurs libertaires, autogestionnaires, anarchistes, etc. C'est-à-dire que c'est un principe d'essayer de rendre le plus complet possible les individus, mais sans finalité a priori. C'est-à-dire que plus tu laisses les individus varier et être affectés ensemble dans des environnements différents, et donc laisser place à de la variation, à de la mutation, etc., plus tu vas aller dans le sens de leurs droits naturels, plus ils vont s'auto-éduquer, ils vont s'accommoder, les choses vont s'auto-éduquer entre elles, et donc plus elles vont se comprendre entre elles. Plus ça va créer de l'information, en fait. Il y a des théories de l'information qui reprennent le système spinoziste. Et donc je reviens au fil. Cette aptitude-là, donc ça c'était pour un peu essayer de décrire, mais je sais pas si c'est clair, etc., n'hésite pas à me dire si... s'il faut que je redise d'autres choses, cette aptitude-là, au fond, à partir du moment où on fait le constat qu'une institution scolaire essaye de limiter ce qu'est l'accès à du savoir et à de la compréhension à un certain nombre d'actes et de programmes, d'aspects programmatiques qui sont définissables à l'avance, qui sont indexés sur un système professionnel, disons un système d'employabilité qui a été décidé par personne, qui jamais n'a donné lieu à une tentative de mise en démocratie, c'est-à-dire de décision collective de, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut vraiment leur apprendre, qu'est-ce que les enfants veulent apprendre eux-mêmes, dans quel type d'environnement ils devraient aller, c'est-à-dire les classes ouvertes, de pouvoir aller dans la nature, de pouvoir comprendre quel est le type de monde qui nous revient, qui est quand même un monde assez catastrophique pour les jeunes générations, qui est un monde en cours d'effondrement. Et ben, plus on restreint ces possibilités-là et on les finalise, on les indexe, on les adéquationne avec des places qui n'ont été décidées que par des grands patrons, plus tu es dans une contradiction de ce droit naturel. Alors Spinoza, il délivre pas un contenu positif à l'éducation. Il dit qu'une doctrine de l'éducation devrait être mise en place qui, en gros, appellerait... Alors ça, c'est plutôt dans les textes politiques, qui, en gros, ferait appel à la notion de concorde, c'est-à-dire que, de toute façon, en fait, peu importe le programme, parce que lui, il n'en donne pas, il faut nécessairement qu'on éduque les individus à l'équité, à l'honnêteté, c'est-à-dire à, justement... la possibilité de toujours essayer de faire en sorte que je comprenne en même temps que les autres. Plus on fait ça, plus on va avoir une concorde civile. Bah, si on pousse jusqu'au bout du truc, pour moi, encore une fois, moi j'ai juste à synthétiser toutes ces briques-là, etc., à les mettre ensemble. Non seulement on contredit le droit naturel des enfants, mais tout pousse à penser que ce qu'on veut, c'est justement qu'il n'y ait pas une concorde au sens de l'amitié civile entre les individus, mais que les individus se ruent sur des places qui soient les plus rares possibles, développent des affects d'envie. Là, j'en reviens justement, l'affect d'envie, la notion d'envie dans le système scolaire, c'est Pascal Sévrac qui l'a très bien explicité. Et donc, du coup, cet investissement du désir, de ce que Spinoza appelle le conatus, c'est-à-dire le fait de désirer des choses, c'est-à-dire je suis dans un environnement, tiens, il y a des fraises, je vais essayer d'aller chercher des fraises, on va les partager, on va collectivement se dire comment on peut cueillir des pommes, etc. Ce désir-là, soit un désir compétitif, et que si par contre, moi, je vais pas avoir les bonnes notes, donc je vais pas avoir les fraises dans mon analogie, si je n'ai pas ces bonnes notes, ça va créer une mécanique affective où je vais commencer à envier, c'est-à-dire que je vais commencer à détester, et ça c'est démontré dans l'éthique, cette mécanique affective, je vais commencer à avoir plus d'intérêt à détester les gens qui vont avoir les bonnes notes, et inversement, si j'ai des bonnes notes, il va falloir que je déteste les gens qui essaient de me prendre ma place. Et donc, on peut faire le pari
que de ce point de vue-là, l'analogie avec le système type GAFAM, etc., enfin, un système de réseau social fonctionne parce que il faut, par ton profil, essayer d'être celui qui capte le plus de reconnaissance au détriment des autres. Et donc tout l'enjeu, là, c'est de mettre en place une mécanique qui est capitalisée, enfin, tu vois, qui répond à une division sociale des tâches capitalistes, c'est-à-dire que j'ai un désir de comprendre seul et non pas avec les autres, et ça, c'est terrible pour la concorde civile chez Spinoza. Et bien, ça permet de peut-être que tu explicites les deux formes d'adaptation, par exemple, parce que ça, c'est un concept qui est utile et puis qui a été aussi pas mal discuté, je pense, avec le livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter. Et là, justement, quand tu as dit adéquation, on était sous cette forme d'adaptation finalisée, contraignante, qui va entraîner la compétition généralisée. Et toi, tu conserves, en tout cas, tu refuses de limiter à l'adaptation à cette forme-là, en montrant justement que l'adaptation accommodement devrait être le principe de coéducation générale, en tout cas chez Spinoza, et qui permet justement de mieux décrire l'adaptation, adéquation. Est-ce que tu pourrais nous formuler rapidement justement comment tu distingues ces deux adaptations-là Alors, simplement pour le dire, dans le lexique spinoziste, accommoder et adapter, c'est deux choses qu'on pourrait dire presque inverses l'une à l'autre. L'accommodement, ça part d'un constat très simple chez Spinoza et qui est en même temps extrêmement puissant dans sa philosophie, qui est qu'on est des parties de la nature. Toi, moi, cette plante, on est une partie d'un ensemble, d'un réseau matériel, etc. On entretient des relations d'interdépendance, de dépendance, etc. Et l'accommodement, c'est simplement pour Spinoza nommer le fait qu'en tant qu'on est des parties de la nature, on va forcément subir les règles infinies, enfin la détermination infinie qui s'exerce sur nous. Donc, que par exemple, il va falloir nécessairement que je mange pour survivre, que s'il y a une voiture qui passe sur la route, je me range plutôt qu'elle ne m'écrase, etc. Et que donc, on est tout le temps en train de subir des règles dont certaines nous apparaissent et certaines pas du tout. Il a un exemple célèbre, Spinoza, dans une lettre, où il dit qu'on est un peu comme des vers, des tout petits vers qui seraient dans du sang, imaginons dans notre circuit de circulation sanguine, un petit ver qui dit « Ah, mais je suis entièrement libre, je peux faire un peu ce que je veux, ah tiens, il y a des globules blancs, des globules rouges qui passent, etc. » Et que ce ver n'aurait absolument pas conscience de toutes les lois qui s'exercent sur lui, qui sont visibles seulement au niveau de la totalité de l'organisme. Au niveau de la totalité de l'organisme, la circulation sanguine est elle-même déterminée par le fait que le cœur est comme ça, qu'il a tel type de fonction par opposition à tel organe, etc. Et que donc, du coup, ça revient à ce qu'on disait sur l'aptitude, prendre conscience qu'on est des parties de la nature, et que donc, du coup, on est tout le temps contraint par des contextes différents, notamment par exemple par la catastrophe écologique actuelle, ça nous permet d'être beaucoup plus compréhensifs des lois qui nous déterminent. Et la liberté, chez Spinoza, c'est la compréhension des lois qui nous déterminent. Justement, on n'a pas de libre arbitre, il y a de la détermination en permanence, et plus on en est conscient, plus on la comprend, cette détermination, plus on est libre de l'épouser, c'est-à-dire de la comprendre, et donc du coup de s'inscrire. Je dis n'importe quoi, imaginons que la première fois que j'aille dans l'eau, je comprends pas du tout, j'ai l'impression que je vais me noyer, etc. Si je commence à essayer de comprendre les effets de détermination que l'eau crée sur moi, quel type d'impact elles ont sur moi, je vais pouvoir commencer à assembler des bouts de bois pour faire un radeau. Et donc du coup là j'aurais créé une sorte d'idée adéquate de ce que c'est que l'eau, précisément parce que moi l'eau elle peut m'engloutir. J'ai pas la liberté de ne pas couler, mais je peux trouver des moyens détournés pour inscrire au sein de ce déterminisme quelque chose qui va faire que je subsiste dans l'élément de l'eau. Donc ça, c'est pour l'accommodement. L'accommodement, ça veut dire le fait qu'on est tout le temps obligé de s'adapter en tant que partie de la nature à un environnement donné. Être capable de le faire, c'est une bonne chose. C'est ça, multiplier les contextes pour pouvoir faire en sorte qu'on soit collectivement, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette notion il faut forcément, si on veut de la concorde civile, qu'on soit capable de collectivement le faire. C'est plutôt une bonne idée, ouais. L'adaptation, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la puissance qu'on a à transformer notre contexte. C'est l'exemple du radeau, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais pouvoir adapter à des finalités qui répondent à mon utilité propre en tant que je suis un corps très composé, en tant que je suis un être humain, et que donc du coup, je vais adapter un contexte à mes finalités propres.
Ça va m'arranger, là, de couper tous les arbres, d'enclore le terrain et puis de commencer à lancer un potager. Du coup, je vais adapter mon environnement à mes finalités propres. Et donc, du coup, une des parties de la nature, à savoir moi-même ou les humains, on va réussir à transformer l'environnement. Et bien, en fait, ça, le simple fait de dire ça, je pense, fait que on peut pas complètement... on peut dire qu'on rejette cette notion-là de l'adaptation. On peut le dire, ça. Mais par contre, ce que Barbara Stiegler fait, et que je comprends très bien dans le livre, encore une fois, moi, mon principe, c'est toujours charité, c'est-à-dire que je trouve que c'est très très bien ce texte, vraiment, enfin, je pense que à 99,9%, je trouve que c'est utile, efficace de faire ça, etc. Maintenant, ça laisse penser, j'ai l'impression, que peut-être on ne serait pas des parties de la nature qui sont justement liées à des théories de l'adaptation, etc. Et que, en fait, continuer à essayer de nous penser nous-mêmes comme des parties... toujours accommodés et non adaptant notre contexte, c'est-à-dire que ça va être à nous de nous adapter au contexte et pas l'inverse. Et c'est ça, cette sagesse, je trouve, de l'aptitude chez Spinoza, fait qu'on ne devrait pas laisser de côté le fait qu'on est des objets naturels qui vont subir de l'adaptation très forte, peut-être dans les décennies ou les siècles à venir, et qu'il faut quand même continuer à avoir un regard, même si on est constructiviste, et je suis constructiviste, etc., un regard biologique, en fait, sur les individus. C'est-à-dire que... Enfin voilà, je sais pas si je suis clair, je ne veux pas parler trop longtemps. Oui, bah, moi ce que j'avais trouvé intéressant, ce que j'avais compris, c'est que l'adaptation telle qu'elle s'impose, tu dis, j'avais noté, je refuse l'idée que les théories d'adaptation sont improductives ou dangereuses pour ce qui concerne la philosophie de l'éducation, au motif qu'elle serait presque toujours utilisée par des autoritaires et des néolibéraux. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai néanmoins. Voilà. Ouais, bien sûr. Et... mais justement, cette adaptation, elle suppose en fait presque d'empêcher la compréhension des déterminations. C'est-à-dire que pour s'assurer que les élèves vont être adaptés, il s'agit de river leur corps et leur imaginaire à l'obéissance des mots d'ordre et certainement pas à la connaissance des lois du capital, du patriarcat, etc. Donc ça suppose d'empêcher d'apprendre cette adaptation-là. Tout à fait. Et donc d'être incapable de s'adapter au sens où tu le... S'adapter, s'accommoder au capitalisme, pour Spinoza, c'est le comprendre pour le détruire ou en sortir. Et certainement pas... Alors le capitalisme, Spinoza ne pourrait pas dire ça. Non. Oui, tout à fait. Et pour aller sur la troisième partie, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un livre de commande, et c'est pas du tout une critique de ma part, mais en tout cas, tu fais l'effort souvent demandé par la pensée contemporaine ou les journalistes, tu nous proposes des solutions. Non, je suis un peu taquin, mais c'est-à-dire que voilà, il y a tout ce diagnostic descriptif qui est vraiment extrêmement éclairant, mais dans cette troisième partie, tu vas aussi chercher des modalités, soit historiques, soit espérées, prévisionnelles, d'autres pensées de l'éducation. Et donc, j'aimerais qu'on aborde ces deux aspects-là. Donc, du côté historique, tu abordes ce concept d'éducation intégrale, dont tu as un peu parlé tout à l'heure, qui effectivement est un concept qu'on trouve beaucoup dans la seconde moitié du 19e siècle, dans les luttes révolutionnaires, pas que chez les anarchistes, mais aussi dans les internationales en général. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui, toi, te paraît intéressant, ou en tout cas s'accorder avec le dispositif critique des deux premières parties du livre, dans cette idée d'éducation intégrale? Ouais, tout à fait. Alors juste, pour faire un pas en arrière, quand je disais que c'était une commande tout à l'heure, déjà j'ai pas dit son nom, merci à Bérangère Colli qui m'a... En fait, j'avais écrit 60 pages de ce qui a donné cet ouvrage, et j'en ai parlé à une collègue qui m'a dit on lance cette collection, qui est une super collection. Franchement, les bouquins des collègues sont 10 fois mieux que les miens par ailleurs. Enfin vraiment c'est super. Et du coup c'était une commande. Après c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'avais vraiment commencé à écrire dessus. Mais tu m'avais dit que tu l'avais écrit Mores Geometrico. Oui, c'est ça. Au début, alors la deuxième partie, au début, j'avais essayé de montrer comment le système scolaire, enfin vraiment par une démonstration un peu à la Spinoza, etc., mais c'était imbuvable, contredit en fait un droit naturel.
Voilà, mais ça c'est pareil, c'est pas neuf, hein. Il y a plein de théoriciens justement qui font ça dès le 19e siècle, qui disent le droit naturel est complètement bafoué, et du coup, merci, ça me permet de revenir à l'éducation intégrale. En gros, l'éducation intégrale, on peut penser à plein d'auteurs, mais si on prend un peu ce qui est le plus connu, parce que peut-être c'est ça qui parlera le plus, Paul Robin, Sébastien Faure, etc. Alors là, pour du coup, on fait un saut dans le 20e siècle. C'est des individus qui disent déjà que le système scolaire, il est hyper limitant, c'est-à-dire que son but, c'est de limiter le développement des aptitudes, justement, si on parle comme ça, ou des capacités, ou des compétences des enfants, à un certain nombre de tâches, qui sont des tâches exécutives, qui vont pouvoir être produites dans le milieu du travail, et que on fait des individus. Ils disent pas forcément comme ça, mais Spinoza le dirait, il parle d'idées mutilées, il pourrait parler d'individus mutilés, c'est-à-dire des individus qui sont en fait complètement aliénés par dans ce qu'ils savent faire par les catégories de classement administratif et scolaire, et donc du coup un certain nombre de tâches. Et donc du coup, ces auteurs qui reprennent des pensées qui sont celles de la fin du 19e siècle, disent qu'il faut développer l'éducation intégrale pour faire des individus les plus complets possibles, c'est-à-dire des individus... Alors il y a cette idée par exemple que l'idée et le corps étant très très liés, on ne peut pas séparer les activités intellectuelles des activités manuelles. Il y a une très forte vigilance sur la division du travail. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et que donc du coup, une éducation intégrale, une éducation du peuple par le peuple, du peuple qui gérerait lui-même, qui serait aux manettes de sa propre éducation, devrait développer le plus complètement possible les aptitudes des individus. C'est déjà chez Fourier, hein. Et donc, moi, ça m'intéresse parce que Spinoza, au fond, dans ce petit passage qu'est la petite physique avec l'aptitude, etc., il dit quelque chose qui ressemble déjà très fortement à ça. Il y a les deux grandes dimensions, c'est-à-dire qu'il faut faire varier les individus le plus possible. Et tout système qui tendrait à limiter ça est un système qui contredit le droit naturel. Et puis aussi, en fait, on ne peut jamais séparer une idée d'un corps. Et donc, en tant qu'on ne peut pas... voilà, l'enseignement polytechnique, le fait qu'on puisse être à la fois intellectuel ou écrivain, etc., et savoir réparer sa propre maison, c'est absolument fondamental. C'est ça, le cœur d'un processus qui serait celui de l'apprendre ensemble et donc de l'éducation, quoi. Ah, mais je sais pas si... quelque chose, je ne sais pas si tu étais d'accord, mais une démonstration qui était assez intéressante pendant le colloque sur anarchisme et éducation, c'était de montrer comment est-ce que Ferdinand Buisson, en l'occurrence, avait galvaudé le concept d'éducation intégrale, justement en assumant la division du travail, c'est-à-dire du point de vue macroéconomique, du point de vue des propriétaires des moyens de production. En fait, on n'a pas besoin d'un être complet, on a juste besoin d'un système scolaire qui va nous fournir différents individus spécialisés et mutilés, et nous, qui sommes les organisateurs de la production, on aura ce qui... On aura une exhaustivité, voilà, l'intégralité de ce qu'on... On aura ce qu'il nous faut, donc on pourrait dire que c'est une autre manière de désigner un des contre-coups de la gratuité scolaire, c'est renoncer, vous, en tant qu'humain, à votre droit naturel. Nous, on aura ce qui nous intéresse. Tout à fait. Et cette mutilation est on pourrait dire un coût qui est extrêmement asymétrique. C'est-à-dire que voilà, du point de vue de l'exploitation, c'est absolument pas un problème, c'est même plus efficace, mais du point de vue des élèves ou des enfants, c'est une grande mutilation. Et alors, du côté de la prospective, tu abordes l'hypothèse, parce que voilà, en revenant sur cette gratuité, moi-même, de là d'où je venais dans ma trajectoire, j'ai d'abord été un jeune professeur de l'enseignement public qui était absolument ravi d'être dans le public, c'est-à-dire ma grille de lecture politique se limitait à me dire le privé c'est pas bien parce que c'est payant, et dès lors que c'est gratuit c'est super. Donc avec cette confusion catastrophique aujourd'hui pour moi de l'État qui serait un État social, et donc d'un service public dirigé par l'État qui serait la meilleure chose qui puisse arriver aux élèves. Et du coup, toi, tu vas chercher dans une critique de l'État paternaliste comme dirigeant et décidant de l'éducation collective, et tu parles de sécurité sociale de l'éducation. Est-ce que tu peux expliquer rapidement pourquoi est-ce que cette idée de sécurité sociale de l'éducation serait une réponse et n'aurait rien à voir avec une gratuité étatique de l'école?
Ouais, bah alors ça c'est pareil. Moi là, la troisième partie, cette sécurité sociale de l'éducation, c'est quelque chose. Voilà, moi j'essaie de synthétiser tous ces aspects-là dans un livre, mais c'est quelque chose qu'on doit notamment à l'anarcho-syndicalisme, hein, ou à toutes ces personnes qui ont défendu l'idée de bourse du travail à la fin du 19e siècle. On pense à Pelloutier par exemple, qui disait que faisant le constat de ce système scolaire qui est hyper limitant, qui contredit un droit naturel, et un droit naturel à l'éducation, à la variation, etc. Il faut nécessairement qu'on engage par une collectivisation d'un certain pécule d'argent, etc., et par les bourses du travail, un travail d'éducation qui soit, du coup, dont on assume le coût, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on y mette tous un petit peu d'argent dans ces caisses, etc., pour pouvoir assurer des cours qui permettent que les individus s'emparent réellement de ce qu'ils ont envie d'apprendre, d'un apprentissage qui soit vraiment directement indexé sur l'utilité qui leur est propre et collective en même temps. Et je pense que ce modèle-là, au fond, et les propositions de ce modèle-là, et ça, moi, c'était un de mes plus gros vertiges, et c'est pour ça que je me suis mis à écrire ces pages au début tout seul dans mon coin en me disant j'ai juste besoin de fixer ça dans ma tête, ça. J'ai l'impression qu'en fait, ces idées-là étaient beaucoup plus communes il y a 150 ans qu'elles ne le sont maintenant, et ça, je trouve que c'est un désarroi énorme, surtout quand on a des enfants, ce qui est mon cas maintenant depuis 2 ans et demi. Et qu'en fait, ça va pas, quoi. Et alors, c'est aussi la limite de ce livre, hein, c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai fini par l'écrire, je l'ai écrit, etc. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a rien à écrire pour moi, en tout cas, d'ici un bon moment, mais il faut vraiment le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un certain nombre à se regrouper, à proposer des types d'écoles qui soient vraiment entièrement alternatives, et qui assume un coût collectif, c'est-à-dire que le coût collectif, c'est qu'il faut qu'on réussisse à choper des endroits, à essayer de proposer un système qui soit vraiment différent de celui que nous propose l'État, parce que moi-même, j'étais dans ton cas au moment où j'ai commencé à enseigner, voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé en disant que à partir du moment où moi, il y a des frais d'inscription à l'université, ben, je démissionne de l'université, puisque je veux pas faire école pour les riches, ça m'intéresse pas, enfin, c'est pas... Et donc, je pense que cette sécurité sociale de l'éducation... Alors, je développe un modèle qui est le conseil d'élèves, qui, alors, lui, est lié à l'éducation nouvelle, à la pédagogie Freinet, etc. C'est-à-dire d'essayer de voir comment on pourrait déjà poser ce type de questions-là en repartant des désirs des premières intéressés, à savoir les enfants eux-mêmes, puisque là, on parle du système scolaire. Alors, on ne serait pas obligé de partir comme ça, mais déjà la formation initiale pour les enfants, si on devait décider de quelque chose pour elles, collectivement, il faut forcément sortir du cadre de l'éducation nationale où il n'y a jamais eu une tentative de démocratie du programme scolaire, ça n'est jamais arrivé, on n'est jamais monté en puissance à partir de désirs locaux, dans des situations variées, etc. On connaît très bien ces travaux-là sur comment l'éducation nationale... Enfin, le système d'instruction depuis son départ a écrasé, justement, a homogénéisé les langues, les habitudes, etc. Et que si on veut partir de l'inverse, c'est-à-dire partir de désirs locaux, d'écoles locales, on a eu l'occasion justement pendant le colloque de parler des caracoles au Chiapas, c'est-à-dire que chaque école réponde à des besoins spécifiques sur une localité, mais qu'il faut aussi pouvoir les fédérer dans un réseau où on pourrait quand même avoir des notions communes, même si moi je suis en Bretagne et toi tu es en Alsace, etc. Cette notion de conseil d'élèves, elle me semble intéressante parce que elle permet de formaliser un processus de démocratie en mouvement, c'est-à-dire de jamais décider a priori de ce qu'on veut que les enfants apprennent, que ce soit les enfants, leur famille, leurs proches, tout le village, la communauté, etc., qui décident du programme, et comment on peut faire en sorte que ça se complète sur une échelle qui serait une échelle un peu plus large qu'une simple ville ou une simple communauté, etc. Et donc la sécurité sociale de l'éducation, moi je pense que c'est très bien de l'écrire dans un livre, mais que maintenant voilà, c'est un peu la limite, je trouve, du bouquin, c'est qu'il faut vraiment commencer à essayer de trouver un système qui soit un système de désobéissance civile, avec des écoles et ça commence à exister, tout en ne tombant pas dans le privé, ce que je disais tout à l'heure, mais de commencer à repenser les bourses, de penser ça aussi pour les personnes qui sont les premières concernées, mais aussi les premières souffrantes de ça, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le territoire, qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants parce qu'elles n'ont pas de papier, et il faut qu'il y ait un mouvement général. Alors il commence à y avoir des choses, hein, notamment depuis la loi Blanquer sur l'abaissement de l'âge d'entrée à l'école de 3 ans. Il y a un certain nombre de familles, et maintenant elles sont plusieurs centaines. Alors, je suis désolé, là j'ai mangé le nom
nom, mais qui décident de faire l'instruction à la maison, qui est en fait pas vraiment une instruction à la maison, c'est-à-dire que des gens ont un lieu où un certain nombre de familles vont mettre leurs enfants ensemble, puis après vont faire appel à des volontaires, les papis, les mamies, les voisins, les voisines, etc., pour faire l'instruction à la maison, tout en désobéissant, parce que du coup, en fait, je crois que ça a chuté de 60 ou 70% depuis la loi, les dérogations qui sont données aux familles pour qu'elles fassent l'instruction à la maison. Mais qu'en fait, il y a plein de familles dans des écovillages, dans des endroits, etc., qui désobéissent et qui, cette première bourse, au fond, elles mettent de l'argent en commun pour payer des avocats, parce que ces personnes-là, du coup, en gros, ont des problèmes judiciaires, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des procès, on leur retire parfois des droits à la CAF, etc., parce qu'elles refusent que leurs enfants aillent dans l'institution scolaire. Et un premier fil, ce serait au fond une bourse pour pouvoir se prémunir de cet état bourgeois qui va nous reprocher de ne pas mettre nos enfants dans une institution qui limite pourtant les droits naturels de nos enfants, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et peut-être une dernière question par rapport justement à ce que tu esquisses. La manière dont je t'ai lu, en tout cas c'est ce que j'ai apprécié, c'est que le raisonnement ou la rigueur de l'analyse nous réouvre les imaginaires et nous met en amont de beaucoup de dérives possibles. Parce que tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a peut-être des personnes en t'écoutant qui ont commencé à hurler dans leur tête en disant « Oh là là, voilà, il nous parle d'instruction à la famille, mais qui fait ça ?» Les classes moyennes supérieures, et ils ne se rendent pas compte que l'école, c'est aussi le lieu où on va socialiser dans le cadre d'une forme d'exogamie sociale, etc. Et là-dessus, j'invite les lecteurs et lectrices à te lire, parce que il y a une forme de radicalité dans ton analyse qui, loin d'irrécupérabilité, si je puis dire, et pour moi, c'est aussi une analyse d'une position anarchiste vis-à-vis de l'école. Est-ce que tu te reconnais dans ce qualificatif-là, et pourquoi est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu pourquoi est-ce que ça nous prémunit aussi, ce regard-là sur l'école, nous prémunit de formes de pseudo-critique ou de critique au milieu du gué, qui finalement ne font que rappuyer un coup sur l'école capitaliste. Enfin, on pense notamment à l'éducation nouvelle, à qui on a beaucoup reproché finalement d'être réappropriée par les classes moyennes supérieures qui ont pu mettre leurs enfants dans ces écoles-là, qui effectivement sont plus performantes sur plein d'aspects. Et comment tu pourrais expliciter le fait que tu penses pouvoir te échapper à cette forme de récupération-là dans la manière dont tu poses le problème? Alors, je sais pas si j'y échappe, de toute façon, ça, on peut pas le savoir à l'avance. Par contre, sur la qualification d'anarchisme, ça, moi, c'est quelque chose que j'énonce clairement dans le livre. Je sais très bien ce que ça produira autour de moi, de comment les collègues le prendront, etc., mais je m'en fous, parce que je pense que c'est important aussi de dire à quel mouvement on s'apparie. Alors, pourquoi c'est un projet, je le dis explicitement, qui est anarchiste? Parce que il me semble que cette notion de... Alors, l'archet, hein, bon, c'est un peu la tarte à la crème, mais en gros, que ce qu'on appelle le principe, l'archet, le commencement, le commandement, et donc l'anarchisme, tout ce qui s'oppose au principe comme commandement, marche particulièrement bien dans ce que j'essaie de faire dans la troisième partie, parce qu'on ne peut pas décider a priori, sous forme de principe, ce qui sera bon pour les principaux concernés. On ne peut jamais décider a priori pour les enfants. Alors il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir décider pour eux quand ils naissent, quand ils sont très petits, etc. Et en même temps, pour eux, on peut quand même le faire. Maintenant, j'ai un peu cette expérience-là parce que j'ai ma petite fille, etc. Le plus possible avec eux, et en fait, ça fonctionne. Mais je pense que dans cette dimension qui est la mienne de développer les aptitudes le plus possible des enfants, enfin de tous les individus d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis des enfants, ça est contenu l'idée qu'il peut pas y avoir un principe transcendant à l'ensemble du programme éducatif, et que du coup de ce point de vue-là, le fait même qu'il y ait un programme, qu'il y ait un commandement, qu'il y ait quelque chose comme un préalable à l'ensemble des choses qu'ils devraient comprendre, savoir, etc., pour l'ensemble des individus concernés par les processus éducatifs, c'est nécessairement anarchiste comme projet, au sens où le principe ne peut sortir qu'une fois que la démocratie a exercé ses effets.
Et donc, du coup, il est tout le temps remettable en cause, ce principe, puisque précisément, un conseil d'élèves, c'est ce que j'essaie vraiment de reprendre au sens technique, le conseil d'élèves de Freinet. Un conseil d'élèves n'obtiendra jamais une décision définitive. Ça marche pas comme ça, un conseil d'élèves. Un conseil d'élèves, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce qu'on avait décidé la dernière fois? Ouais, mais ça marche pas, cette règle, elle est pas adaptée, du coup, il faut qu'on collectivement on réinstaure une règle et cette règle-là on pourrait l'essayer comme ça en essayant de déterminer un truc au consensus pour que ce soit pas la majorité, pour qu'il n'y ait pas une minorité qui soit opprimée, etc. Et que donc du coup ce qui ressortira comme principe, ce sera nécessairement après qu'on ait tenté de faire la compréhension ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est forcément anarchiste, quoi. Alors après, est-ce que ça peut être récupéré ou pas? Moi, j'ai l'impression aussi d'essayer de dire dans le livre que si c'est anarchiste, c'est aussi nécessaire. Alors, c'est l'histoire d'être sans programme, mais c'est aussi nécessairement indexé sur de la démocratie et donc de la collectivité, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est pas, on peut pas récupérer cette chose comme, enfin cet ouvrage comme comme ça a été fait pour la notion de compétence, par exemple, la notion de compétence qui était très très chère au mouvement d'éducation nouvelle, hein, qui est une belle notion à la base, hein, qui a été complètement récupérée dans l'approche par compétence qu'on connaît maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, le livret de compétences, qui est en fait... Enfin, tu vois, moi, le livret de compétences, pour moi, ça ressemble vraiment à les compétences du personnel de chez Lidl, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir un peu rendre la monnaie aux gens, et puis un peu réorganiser les cartons, etc., pour faire un peu tout ça dans le magasin. Et si on a tout ça, c'est bon, formellement, on peut être caissière chez Lidl, quoi. Et où c'est vraiment... ça vient quand même du néo-management, etc. C'est des catégories qui ont complètement été implémentées sur l'éducation nationale, et c'est pas un hasard. C'est aussi pour ça que j'essaie de faire ce bouquin, c'est de dire, ben, ça mène à ça, en fait, l'école telle qu'elle a été créée dans ces années-là. Voilà, je sais pas si... Non, très bien. Et donc, en ça, oui, c'est anarchiste, ouais. C'est-à-dire que on peut pas poser le principe avant la prise de décision collective, ça marche pas. Et jamais sans les personnes concernées, quoi.